Forcément, je suis plus petit, hein. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Yuri, moi je suis médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine et je suis également épidémiologiste à l'Institut Pierre-Louis de Santé publique à Sorbonne Université. Guillaume m'a surpris, il a été très très vite à la fin là. Moi je vais vous parler d'un concept qui est le concept du waste ou du gaspillage de la recherche et je vais revenir sur pas mal de choses qui ont été abordées par les collègues avant. Vous avez vu que vos résultats et vos réponses n'étaient pas extraordinaires à cette question-là. Et j'espère qu'après les présentations brillantes des collègues, si on refaisait le test, les réponses seraient largement meilleures. Il y a de la marge de progression, hein, vous inquiétez pas. En médecine en général, même dans le biomédical en général, on a besoin de preuves. Et on se dit qu'on veut faire de l'evidence-based medicine, donc de la médecine qui est basée sur les preuves. Sauf que des preuves, tous les jours, tous les mois, il y en a une quantité phénoménale qui est produite. Quand je dis quantité phénoménale, en 2010, on estimait qu'il y avait 10 nouveaux essais contrôlés et randomisés qui étaient publiés tous les jours. Et si on regarde aujourd'hui, c'est 75 essais contrôlés, randomisés, publiés tous les jours. Et on se dit que ça, c'est vraiment le gold standard. C'est ça qu'on va utiliser pour guider la prise en charge de nos patients. Et on a besoin de ça pour guider la prise en charge de nos patients. Parce que, à l'ère de la médecine scientifique, on ne peut pas considérer que juste le fait que le mec aille mieux, ça veut dire que ça marche. On a besoin de preuves. Sauf que le problème majeur qu'on a, et ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on l'entend, c'est que les qualités de ces preuves sont corrompues, sont pourries. Il y a un problème dans ces preuves-là. Et ce n'est pas un truc qui date de la pandémie, hein. Ce n'est pas un truc qui date des travaux faits à Marseille. C'est un problème que déjà en 1994, un autre monsieur avec une moustache, qui a l'air aussi assez âgé, mais qui lui est vraiment absolument brillant, qui s'appelle Douglas Altman, décrivait dans le BMJ en 1994. Il disait déjà qu'on a besoin de moins de recherche. 75 essais contrôlés randomisés tous les jours, c'est délirant. On n'est pas capable de lire tout ça. On a besoin de moins de recherche, mais de meilleures recherches, et faites pour les bonnes raisons. Donc il y a lui qui a dit ça. Il y a un autre monsieur avec une moustache, c'est souvent des hommes avec des moustaches qui parlent de ça. John Paul Ioannidis, c'est une manière sympa de dire Jean-Paul. Et John Paul Ioannidis nous explique que 50% de ce qu'on a dans la littérature aujourd'hui serait faux. Donc on base toutes nos prises en charge sur une base de preuves qui est corrompue, qui est fausse. Des Anglais et un Australien ont résumé ça en parlant de concept de waste of research. Le waste of research, c'est la recherche qu'on produit, nous, à titre collectif, mais qui ne va pas nous servir. Nous servir, encore une fois, à nous, soignants, mais à nous, patients, ou aux décideurs politiques. Donc tout ce que je fais comme travaux de recherche qui ne vont pas être utiles parce qu'il y a un problème méthodologique, parce que ce n'est pas publié, parce que ce n'est pas accessible, parce que ça a été fait pour les mauvaises raisons, est gaspillé. Et si j'additionne les différents moments où il pourrait y avoir du gaspillage, une recherche non interprétable, une recherche non utilisable, je me retrouve avec 85% des investissements aujourd'hui dans la recherche qui pourraient être considérés comme gaspillés. C'est assez délirant. Je parle de l'ensemble de la recherche biomédicale, pas uniquement de la recherche clinique, mais si on met tout bout à bout, c'est 85%. Je vais revenir rapidement sur quelques points que les copains ont abordés avant, et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut très facilement, à certains moments, éviter le gaspillage de la recherche, en choisissant correctement sa question, en choisissant correctement un critère de jugement, en réfléchissant à la méthode et surtout à la manière dont on écrit. Choisir la question, on a tous envie de se dire qu'on se pose une question hyper intelligente, qu'on va faire une étude que personne n'a imaginée avant et qu'on va révolutionner la vie de nos patients. Dans les faits, il y a beaucoup d'autres gens intelligents qui ont vécu avant nous ou qui ont eu des idées similaires, donc on se doit de regarder ce que la littérature nous dit. Et les grands journaux nous obligent à le faire et nous disent, avant de publier votre papier, faites, ça c'est pour le Lancet par exemple, faites le research in context. Qu'est-ce que nous dit la littérature sur le sujet? Ça, c'est une méta-analyse. Vous connaissez les méta-analyses. Chaque ligne, c'est un essai. Le petit diamant au bout, c'est l'effet traitement global. Et ça, c'est une méta-analyse sur les bêta-bloquants dans l'infarctus du myocarde. Je vais prendre exactement la même méta-analyse
mais je vais vous la présenter différemment. C'est une méta-analyse cumulative. Cette fois, chaque ligne, ce n'est pas un essai, mais chaque ligne, c'est un essai plus celui d'avant, et je regarde l'effet de la molécule. Et là, on se dit que dès 82, finalement, les bêta-bloquants, ça marchait mieux que le placebo et ça sauvait des vies. Mais on a quand même continué à inclure des patients. Et si on additionne, 7000 patients ont reçu un placebo alors qu'on savait déjà que le fait de prendre des bêta-bloquants faisait moins mourir. Donc éthiquement, moralement, c'est clairement questionnable de faire de la recherche sans regarder avant ce qui existe dans la littérature. En chirurgie, là c'est en chirurgie cardiaque, c'est à peu près pareil, hein, on regarde l'utilisation de la protéinine. Regardez, dès le 25e essai, on pouvait arrêter parce que l'effet traitement était déjà suffisamment stable. Mais ils sont forts quand même, les gens qui font de la recherche dessus. Donc ils se sont dit, on va continuer. Et ils ont continué. Et il y a encore de la recherche aujourd'hui dessus. Alors qu'on sait que les gens saignent moins et on sait qu'ils meurent moins. Donc il faut peut-être qu'on passe à autre chose. Grand sujet celui-là, hein. L'hydroxychloroquine. Dites-vous qu'aujourd'hui, là, au mois de juin 2021, il y a encore 110 essais dans le monde qui recrutent avec de l'hydroxychloroquine pour la Covid. Alors qu'on commence à avoir répondu sérieusement à la question. Bon, passons aux critères de jugement. Quand on fait un essai clinique, on a envie de prendre un critère de jugement qui va servir à nos patients. On ne peut pas prendre tous les critères de jugement du monde, c'est évident, mais on veut prendre un critère de jugement qui va répondre à la question qu'on se pose. Et ça, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau. Donc il y a plein d'essais qui ont comparé plein d'interventions différentes sur l'analgésie dans le post-opératoire de la chirurgie abdominale. Passons, on s'en fout du détail. Regardez mon gros trait vert au milieu. J'ai 60 essais qui ont comparé AINS et placebo avec comme critère de jugement consommation de morphine sur les 24 heures. Okay ? Donc on est sur des essais qui questionnent une intervention analgésique. Donc j'en ai 60 qui ont comparé ces deux interventions, AINS placebo, et qui ont regardé comme critère de jugement consommation de morphine. Par contre, j'en ai plus que 53, donc il me manque plus de 10% des essais qui ont écrit et qui ont rapporté la douleur. Je suis sur l'évaluation d'un traitement contre la douleur, et dans 10% des papiers, on ne me donne pas la douleur comme critère de jugement. Il y a une couille dans le potage. C'est pas compliqué. C'est probablement mesuré en plus. Hein. Et je ne vous parle même pas des événements indésirables. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on imagine une étude, pas qu'un essai clinique, une étude, on prend l'ensemble des critères de jugement importants. Je ne vous demande pas de prendre que les critères de jugement que la littérature estime importants, mais prenez au moins cela. Et il faut les rapporter suffisamment précisément, pour que je puisse les utiliser, pour que vous puissiez les utiliser dans une méta-analyse. Il y a une initiative internationale qui s'appelle COMET, qui établit des critères de jugement importants pour certaines pathologies. Et dans votre cas, par exemple, il y a une initiative qui regarde les critères de jugement importants dans le canal lombaire étroit. Donc, il ne faudra pas prendre que cela, mais il faudra prendre au moins cela. C'est ça que ça veut dire. Deuxième point, on regarde les méthodes. Le fait de choisir une méthode, et là je vais aller assez vite parce qu'on a déjà abordé ces points-là, le fait de choisir une bonne méthode pour mener l'étude, ça permet de limiter le gaspillage de la recherche, et c'est un travail qu'on a publié dans le BMJ il y a quelques années, où en utilisant des méthodes simples, c'est-à-dire une randomisation correcte. La randomisation correcte, c'est pas la prochaine personne qui passe la porte est dans le groupe intervention. La randomisation correcte, ça peut être juste une pièce. Ça coûte rien, mais juste utiliser des méthodes correctes me permet d'éviter le gaspillage de la recherche dans près de 50% des papiers. C'est énorme. Et juste en faisant les choses correctement, et souvent ça veut dire en faisant une analyse correcte, en faisant un choix méthodologique correct, et en faisant un choix d'analyse statistique, et c'était le premier point et le premier topo où c'était abordé, en utilisant les bonnes méthodes statistiques pour répondre à la question. Et ça veut dire ne pas multiplier les analyses de sous-groupes, et ça veut dire faire une analyse en intention de traiter. Tout ça, c'est des trucs qui sont basiques, que n'importe quel étudiant de M2 est capable de faire aujourd'hui. Si vous ne savez pas, si je ne sais pas, si quelqu'un ne sait pas faire, il suffit de se faire aider. Les personnes qui sont capables de le faire aujourd'hui sont quand même assez nombreuses. Je vais vous donner un exemple qui est assez rigolo sur la multiplication
des études de sous-groupes. C'est un essai qui est paru dans le Lancet il y a quelques années qui s'appelle ISIS-2. ISIS-2, c'est 17 000 patients, c'est l'aspirine pour la prévention des événements cardiovasculaires majeurs, c'est le Lancet, c'est un grand journal, et les reviewers disent à Ricardo Petto, qui est le premier auteur, « Bon, t'es gentil Ricardo, mais on aimerait avoir, s'il te plaît, des analyses en sous-groupe supplémentaires. » Ils ont rajouté des analyses, et des analyses, et des analyses. Donc il a multiplié les tests, et il a consommé du risque alpha. Il leur a dit, pas de souci, mais vous me laissez vous rajouter un petit tableau à la fin dans les supplementary documents, et il a fait une analyse en prenant le signe astrologique. Et une des conclusions du papier, c'est que quand on est cancer ou vierge, prendre de l'aspirine, ça permet moins bien de réduire le risque cardiovasculaire. Pour vous dire à quel point on peut tirer l'absurdité de la multiplication des tests et avoir des résultats qui sont tout simplement faux. Dans le choix de l'écriture, il y a la non-publication et la publication sélective, il y a la publication retardée, il y a le spin, on en a parlé, et la publication sélective des résultats. Quand on parle de publication retardée, quand on regarde en oncologie par exemple, 3 ans après la fin des essais cliniques, il y a à peu près 50% des essais qui ont été publiés. Donc on a inclus des patients, on les a exposés à un placebo versus une thérapeutique ou à 2 thérapeutiques, mais on n'a pas communiqué ces résultats au reste de la communauté scientifique. Donc finalement, on a exposé ces patients à un risque pour rien. C'est un truc qu'on gaspille et encore une fois, éthiquement, c'est extrêmement discutable. Tout à l'heure, Amélie vous parlait du biais de sélection, du biais de présentation sélectif des critères de jugement. C'est ce qu'on appelle le Selective Outcome Reporting. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma spécialité. On est aussi mauvais que tout le monde, hein. C'est-à-dire que dans 30% des essais de ma spécialité, la médecine d'urgence, le critère de jugement qu'on présente à la fin, c'est celui qui dit que ça marche, pas celui qu'on avait prévu au début. Mais il n'y a pas que nous, hein. Ça, c'est un très 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 bel exemple de Selective Outcome Reporting, où là, vous voyez, il y a 3 AINS. Il y a un COX-2, il y a le diclofénac et il y a l'ibuprofène. Et l'idée, c'était de regarder les événements indésirables à 6 mois de ces médicaments-là pour dire lequel est le plus safe. Et là, c'est génial, les COX-2, ça marche quand même vachement bien, les patients saignent beaucoup moins. C'est top, hein? Au fait, le vrai critère de jugement, il était à 1 an, et pas à 6 mois. Et quand on regarde à 1 an, tout le monde saigne pareil. Mais les auteurs nous ont présenté le truc à 6 mois. Parce que vous voyez, à 6 mois, la différence, elle est majeure. Donc le fait de présenter les choses de manière sélective a des conséquences pour nos patients. Donc c'est quelque chose qu'on peut éviter, et qu'on peut éviter assez facilement, puisqu'il suffit d'écrire les choses clairement. J'ai bientôt fini, mais la question, c'est est-ce que c'est important tout ça? J'ai essayé d'insister sur le fait que c'était important éthiquement, que c'était important pour la prise en charge de nos patients. C'est aussi accessoirement important financièrement. Vous connaissez tous l'histoire du Tamiflu, ou en tout cas tout le monde a au moins entendu parler du Tamiflu. Ce machin qu'on a acheté en quantité phénoménale en 2010, mais phénoménale. On a des hangars entiers pleins de Tamiflu encore aujourd'hui. J'ai un certain nombre de collègues infectiologues, voire réanimateurs, qui sont persuadés que c'est un médicament qui est utile. Moi, je crois encore au Père Noël. Chacun ses problèmes. Et bien, ce truc-là a été entièrement basé sur des données cachées de la part du laboratoire Roche. Quand on regardait les résultats, le Tamiflu, ça sauvait des vies. Mais c'était hyper bizarre parce que tout était drivé par des données non accessibles. Et après une bataille assez épique entre la Commission européenne, Roche, le BMJ, l'ensemble des données ont été mises à disposition. Et là, on se rend compte que le Tamiflu, c'est hyper utile pour réduire la fièvre de 3 heures. C'est le truc qui sauvait des vies, hein. Bon, finalement, il ne sauve plus des vies, mais on a moins de fièvre pendant 3 heures. Donc l'intérêt devient extrêmement discutable. Et bien ça, c'est plus de 20 milliards de dollars dépensés par l'Europe. Donc c'est important éthiquement, c'est important aussi accessoirement financièrement. Donc est-ce qu'on peut éviter le gaspillage de la recherche? Oui. On peut l'éviter finalement assez facilement, mais ça nécessite un effort de nous tous. Nous comme soignants, nous comme chercheurs, nous comme patients, et tout le monde peut participer à éviter ce gaspillage de la recherche-là. Pour ça, il faut, vous, quand vous ferez des travaux de recherche, y compris pour des abstracts, hein, correctement choisir sa question, correctement choisir ses méthodes, choisir les analyses, tout rapporter, et rapporter les choses de manière transparente. Et il est évident qu'on ne sait pas tous tout faire,
Donc dans ce cas-là, il suffit de demander de l'aide, et demander de l'aide à des gens qui savent, et par exemple les équipes de recherche clinique d'Amélie, qui savent faire ça extrêmement bien. Voilà, merci.